Ah, l'Espagne. Nous avons déjà parcouru près de 900 km. Il nous en reste tout autant. Pendant tout le trajet en France, le passage de la frontière était notre but principal. Une fois arrivé, la réalité nous rappelle qu'il ne s'agissait que d'une étape et que les hostilités peuvent commencer. Sans doute à cause de la fatigue déjà accumulée, de l'émotion un peu aussi, dès que l'on a passé le pont entre Hendaye et Irún, on s'arrête net, perdu. On tourne en rond dans la ville, impossible de trouver l'auberge pèlerin, l'albergue comme on dit. Mais peut-être est-ce la meilleure solution pour découvrir vraiment une ville. On arrive enfin, on se retrouve entouré de pèlerins, pour la plupart bien frais. Ça parle un bon nombre de langues, l'espagnol, évidemment, mais aussi de l'anglais, de l'allemand, du portugais. Ambiance, auberge espagnole. Dans nos petits souliers, on ne s'adresse pas à grand monde, mais au moment du repas, les Portugais, les plus bruyants de la soirée, proposent des spaghettis bolognaises à tout le monde. Ils essuient nombre de refus, mais moi et ma compagne, qui avons eu le temps d'apprendre à dire oui, nous prenons les pâtes en les remerciant chaleureusement. Le lendemain, le réveil se fait au clairon et c'est la tête dans le cirage que nous nous retrouvons à manger au petit déjeuner qui nous est proposé. Mais il faut partir et le défilé de pèlerins commence. Il y a du monde 10 mètres devant nous et 10 mètres derrière. Pour se repérer, plus besoin de balises et autres flèches, il suffit de suivre les pèlerins. Sur notre chemin français, on n'a pas eu le moindre dénivelé. Devant nous, c'est une autre histoire. 500 mètres de dénivelé nous attendent. C'est le mont Jaïskibel, dernière montagne des Pyrénées. Les pèlerins commencent à nous dépasser. Pour nombre d'entre eux, c'est leur premier jour de marche. Suite à une journée éprouvante, mais riche en paysages magnifiques, on arrive à Pattaya, petit port de pêche qui se compose d'une unique rue. Le charme de la bourgade est incontestable. Il paraît que Victor Hugo lui-même y a séjourné. C'est aussi l'occasion de faire plus ample connaissance avec les pèlerins qui ont choisi de s'arrêter dans cette ville. Je sympathise avec un japonais qui avait tenté de prendre le Camino Frances. Il avait fait machine arrière face à la foule. Voilà qui conforte mon choix de longer la côte. Vous me croyez pas, la première conversation que j'ai eue avec lui, c'était sur le club Dorothée. Il s'est montré très impressionné quand je lui ai dit que j'avais déjà fait la moitié du périple et que j'étais parti du Mont-Saint-Michel. J'avoue que je n'étais pas peu fier du trajet parcouru, moi qui étais entouré d'innombrables novices. Sans fausse modestie, même si les distances sont déjà des prouesses, je n'ai pas l'impression d'avoir accompli un exploit. Se lever le matin, marcher 20 km, manger, dormir et recommencer. C'est un peu comme aller au boulot tous les jours. Seul le but fait tenir. L'arrivée à Santiago pour le pèlerin et la paye à la fin du mois pour l'employé. L'exploit pour moi, ce sont les pèlerins qui marchent beaucoup plus que moi en une journée. Certains font près de 40 km par jour. Ils arriveraient à faire en 2 mois ce que j'ai fait en 4. De toute manière, qu'on soit parti de plus ou moins loin, qu'on avale des kilomètres ou qu'on se traîne un peu plus, qu'on marche un peu tous les ans ou d'une traite, notre but est le même. J'aurais tendance à dire que tout le monde peut faire le pèlerinage. J'ai vu des enfants de moins de 10 ans, des vieux qui avaient dépassé les 70, des personnes en fauteuil roulant, des femmes enceintes. L'exploit est dans le regard des autres. Pour moi, le pèlerinage est simplement devenu mon quotidien. Nous prenons un bac pour traverser la baie de Pattaya et après une nouvelle rude et belle journée de marche, on arrive à San Sebastián. On retrouve quelques pèlerins dans notre dortoir. Des Allemands principalement. Sur le chemin, on croise de toutes les nationalités. Des gens qui viennent de partout en Europe, mais aussi d'Australie, d'Amérique du Nord ou d'Asie. Le lendemain, le ciel est gris et il faut commencer la route par une longue et ardue grimpée. L'humidité des jours précédents m'avait laissé un gros rhume et je n'avais pas bien dormi pendant la nuit. Je suis un zombie. Les jours se suivent ainsi jusqu'à notre premier arrêt de nuit à Bilbao. On va pouvoir se reposer. La ville est magnifique et son architecture audacieuse, notamment grâce au musée Guggenheim. Une ville dans laquelle je serais bien resté une semaine, si ce n'est plus. Mais le pèlerin n'est que de passage. Je me rends compte que depuis le début en Espagne, je raconte énormément de mes aventures. Le beau temps qui nous a abandonnés depuis qu'on a passé la frontière, les chemins qui sont bien plus escarpés qu'en France. La vie du pèlerin, c'est ça aussi. Plein de petites misères qu'il faut surmonter, plein de petits riens, mais qui peuvent saper le courage quand ils s'accumulent. Être obligé de marcher plus que prévu, ne pas trouver d'hébergement, prendre la mauvaise route, et puis la pluie, le vent, le soleil trop chaud. Sans parler évidemment de l'inconfort des dortoirs en Espagne, où il faut subir les ronflements, les bruissements de sacs plastiques et la lumière du plafonnier qui peut s'allumer de manière inopinée à 22 h quand tout le monde est déjà endormi.
C'est ainsi, il faut faire avec. Une des pires expériences sur le chemin fut le jour où nous nous sommes retrouvés coincés au beau milieu d'un rallye automobile. Obligés de faire près de 2 kilomètres, frôlés par des bagnoles vrombissants lancés à toute vitesse. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment flippé, d'autant qu'il n'y avait aucun moyen de contourner l'obstacle. Plus tôt en France, on s'était retrouvés à travers champs, en plein cœur des vignobles, alors que les viticulteurs étaient en train de répandre leurs pesticides partout sur les pieds de vigne. Pas forcément l'atmosphère la plus saine pour des randonneurs. Il est aussi arrivé de se retrouver à court de liquidités pour payer des hébergements. Le distributeur le plus proche étant à 5 minutes en voiture, soit une grosse heure à pied. Certaines zones traversées n'étaient pas des plus jolies non plus. Les zones industrielles ou encore la ZAD aux portes de Nantes. Tous ces instants d'errement s'oubliaient rapidement, en particulier quand, au détour d'un virage, une bonne surprise nous attendait. Un jour, par exemple, en matinée, des pèlerins qui nous dépassaient parlaient d'une personne qui offrait le petit déjeuner aux marcheurs. Pour ne pas trop espérer, je me suis tout de suite dit qu'il devait s'agir d'une légende, plus que d'une réalité. Eh bien, j'étais dans l'erreur. Une petite mamie accueillait effectivement des pèlerins avec du chocolat chaud, du café, mais aussi du pain, des gâteaux, une tortilla. D'autres fois, c'était des réserves d'eau, ou encore tout un tas de victuailles laissées en libre service aux passants. Croyez-moi que je me suis bien servi à ces moments-là, tout en laissant à disposition quelques éléments qui m'encombraient. Prenez ce qui vous intéresse et débarrassez-vous de ceux qui vous encombrent. Sur le Camino espagnol, la plus belle surprise fut de traverser l'albergue du Padre Ernesto, notre meilleur hébergement de toute l'Espagne, et ce n'est pas peu dire. Nous étions épuisés, assoiffés, affamés, et le chemin n'en finissait pas de grimper sous le soleil. Nous voyant arriver, les hôtes nous ont donné en premier lieu de l'eau. Petite visite des lieux, on s'installe dans une des chambres le temps de prendre la douche, et c'est l'heure de manger le repas de midi, offert par la maison. Les lieux, les bénévoles, les peintures sur les murs, les bâtiments, les jardins, tout ce qui fait cet endroit est pensé pour le confort et le réconfort du pèlerin. Le soir, nous nous sommes réunis entre pèlerins pour écouter l'histoire des lieux et de son propriétaire, le Padre Ernesto, vénéré par l'ensemble des gens qui travaillaient à ses côtés, tel un gentil gourou. Enfin, nous faisons une veillée dans la chapelle œcuménique, le temps de réfléchir à la magnifique fresque représentant le chemin en tant qu'Universidad de la Vida. Santander est la prochaine grosse ville d'étape, en plein cœur de la Cantabrie, une région qui s'est faite le cidre pour spécialité. Là-bas, toute la tradition s'est développée autour de ce divin breuvage. Le service est une véritable acrobatie digne des plus grands cirques, et gare au client qui fait l'affront de se resservir tout seul. L'heure du choix arrive. Nous pouvons continuer de longer la côte pendant encore 2 bonnes semaines, en restant sur le Camino del Norte, ou alors nous avons la possibilité de prendre le Primitivo. Le guide a choisi pour moi. On entrera dans les terres, direction le Primitivo. L'ambiance change radicalement. Les nombreux Allemands laissent la place à une très large majorité d'Espagnols qui ont eu la bonne idée d'embaucher des routiers et autres chauffeurs de taxi pour porter leurs bagages trop lourds. Fini la mer et la côte, on s'engage dans une partie bien plus sauvage. Le premier arrêt se fait dans un monastère niché au fond du Val des Dios. Ce sera le seul et unique hébergement religieux dans lequel nous aurons dormi. Le monastère est un refuge idéal. Nous avons pu profiter du calme ambiant tout en visitant les lieux chargés d'histoire. Lors de notre arrivée, la sœur qui nous accueillait nous annonce que le soir même avait lieu l'ordination de 2 novices, à laquelle nous pouvions assister. L'occasion est tentante, il faut dire qu'on n'assiste pas à ce genre d'événement tous les jours. Voilà encore une surprise que Saint-Jacques nous aura fait. On arrive à Grandas de Salim au début du mois de juillet. La brume nous accompagne, s'infiltre partout, et parfois dévoile un décor lunaire. Une terre rase, nue, stérile, avec des souches calcinées qui se dressent vers le ciel, les stigmates d'un incendie passé. Je ne suis plus sur Terre, je suis sur un autre continent. Sur la Lune, sur une autre planète. Le nombre de touristes espagnols qui me dépassent au pas de course n'y peut rien. Je me sens ailleurs, avec uniquement le chemin et quelques bornes disséminées pour me rappeler pourquoi je marche. Descendu dans la vallée, je replonge dans les nuages jusqu'à la nouvelle découverte. Le barrage de Grandas de Salim, un monument comme seul l'homme peut en créer, qui a noyé 8 villages, mais qui a fait pire que ça. La vallée était par le passé connue pour son vignoble, mais la montée des eaux, due au barrage, a saturé l'air d'humidité. Les vignes ont périclité, et l'économie de la région aussi.
Au fil des semaines, j'ai pu voir les paysages changer. La végétation bretonne a laissé place aux vignobles dans les pays de la Loire. Puis, dans les Landes, l'épinette et les chênes-lièges qui poussent sur le terrain sablonneux. Je me disais qu'en Espagne, les changements seraient d'autant plus importants en raison de la chaleur et de la barrière des Pyrénées. Mais ce fut moins le cas qu'en France. Les arbres que nous avons pu croiser, c'étaient des eucalyptus. Des forêts entières d'eucalyptus disséminées tout au long du chemin. Une tristesse que je ne puisse pas vous faire profiter des senteurs et de leurs essences à travers l'écran. Dernière grande ville avant l'arrivée, Lugo. Une ville qui a la caractéristique d'être la seule cité qui a conservé 2000 ans durant son enceinte romaine intacte. Entrée dans le patrimoine mondial de l'humanité, la ville organise tous les ans un festival romain grandiose. Et le hasard a voulu que nous nous arrêtions en plein pendant le festival. L'occasion d'assister à tout un tas de belles choses, dont un défilé de légionnaires. Lugo est une étape très importante pour les pèlerins. Elle est située à 100 km de Santiago de Compostela. Et 100 km, c'est la distance qu'il suffit de parcourir pour avoir le droit de valider sa crédentiale. Nombre d'Espagnols se limitent à ces 100 derniers kilomètres pour pouvoir dire qu'ils ont fait le chemin de Compostelle. Avant Lugo, le chemin était balisé par de très belles bornes, décorées d'une coquille en faïence et d'une plaque en bronze qui indiquait le kilométrage précis qu'il restait à parcourir. Passé Lugo, il ne faut plus compter dessus. Elles sont toutes vandalisées. Faïences et plaques arrachées, graffitis et autres inscriptions aux marqueurs les agrémentent. Nous passons les faubourgs. Nous entrons dans la ville, nous foulons le pavé de la vieille cité. Tout à coup, la toiture d'un bâtiment dévoile subrepticement un des clochers de la cathédrale. Nous arrivons par derrière, le temps de faire le tour de l'édifice monumental, on se retrouve sur la place. Nous levons les yeux vers la cathédrale et c'est la déception. La façade est affreusement cachée par des échafaudages et autres bâches de chantier. Il est encore tôt, mais nous décidons de nous rendre au plus vite au bureau des enregistrements des pèlerins. Le passage obligé pour tous les pèlerins. Qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, tous les pèlerins sont munis d'une crédentiale qu'il faut faire tamponner chaque jour dans son lieu de passage. La crédentiale, c'est à la fois le carnet de voyage et le bien le plus précieux du pèlerin. Finalement, la crédentiale, c'est le chemin. Chaque tampon sur le papier est une trace de pas dans le sol. Nous présentons le précieux document au guichet et le fonctionnaire le regarde à peine et nous tend la Compostela, document officialisant notre statut de pèlerin et marquant la fin du voyage. Midi sonne, l'heure de la cérémonie. La cathédrale est bondée. 8 à 10 aumôniers se regroupent autour d'un encensoir géant qu'ils allument. L'objet est accroché au plafond par une épaisse corde. L'orgue retentit et voilà que les clercs tirent ensemble sur l'épaisse corde. L'encensoir, autrement appelé bota fumero, commence à se balancer de plus en plus haut. Il passe au-dessus des pèlerins. Des cris, des arcs de cercle de plus en plus larges passent et repassent à toute vitesse, tout en répandant toute sa fumée. Un spectacle impressionnant qui fait oublier les tracas. Maintenant, je suis arrivé à Santiago. J'ai marché pendant presque 4 mois, parcouru 1800 km par tous les temps. Je l'ai fait. La cérémonie se termine, les pèlerins se dispersent dans la ville, investissent les boutiques de souvenirs, les restaurants traditionnels. Et il faut commencer à penser au retour. L'occasion de repenser au périple avec, pour compagnons de voyage, d'autres pèlerins, évidemment. Au début du voyage, je me disais que ce serait la grande aventure de ma vie. Qu'après je pourrais reprendre mon train-train en dormant comme un bienheureux. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, de s'être dépassé. Mais, à mesure du chemin, j'ai commencé à me dire que finalement, d'autres choses pourraient être prévues. S'il y a nombre de pèlerins qui recommencent inlassablement le périple vers Compostelle, ce n'est pas ce qui me tenterait le plus. Pourquoi pas pousser au Portugal, vers Fatima, 4e pèlerinage chrétien. D'autant que certains pèlerins relient Fatima à Santiago. L'occasion de faire de mon point d'arrivée un nouveau point de départ. Pourquoi aussi ne pas aller jusqu'à Rome, qui est le 2e pèlerinage chrétien avant Jérusalem? Habitant en Bretagne, il y a en premier lieu le pèlerinage du Trobriez, en l'honneur des 7 saints qui ont christianisé la Bretagne. La traversée de la Corse, le chemin tracé par Stevenson, autant de chemins intéressants à explorer. Je parle ici d'un futur hypothétique, évidemment. Pour l'instant, il me faut regagner mes pénates, m'occuper un peu de mon chez-moi,
retrouver mon travail et réfréner l'envie de crapahuter par monts et par vaux. Ce que j'aurais appris du chemin, c'est l'entraide, la générosité. À titre d'exemple, étant accueilli par des pèlerins, je ne vois aucune raison pour ne pas en accueillir à mon tour. L'occasion de prolonger un peu le souvenir du chemin et de partager avec des gens qui le vivront comme je l'ai vécu.